Le convoi allemand s'arrêta dans. Eh bien, le chauffeur du camion de tête ouvrit la portière, fit 3 pas en avant et tomba dans une fosse de 4 mètres de profondeur. Son cri s'interrompit au bout de 2 secondes, mais ce n'était pas un cri de douleur, c'était un cri d'horreur devant ce qui commença ensuite. Lorsque le deuxième camion tenta de contourner la fosse, un câble fin, tendu entre les arbres, à une hauteur d'1,20 m, éventra son radiateur. La machine s'arrêta. Le chauffeur sauta dehors. Il fit 7 pas vers le bas-côté. La terre sous ses pieds s'effondra. Encore une fosse. Le troisième camion fit marche arrière. La roue tomba dans un cratère camouflé. La machine bascula. Le chargement des caisses de munitions se déplaça. Le camion se renversa sur le côté. En 45 minutes, les Allemands perdirent 6 véhicules. Aucun partisan soviétique ne tira. Aucune mine n'explosa. La forêt restait absolument silencieuse. L'officier allemand, commandant du convoi, regardait la route. Il voyait les câbles. Il voyait les fosses. Il voyait le système de contrepoids caché dans les couronnes des arbres. Mais il ne voyait pas d'hommes. Il n'entendait pas de mouvement. La forêt était vide. Le système fonctionnait tout seul. Un piège en déclenchait un autre. Chaque élément était lié aux 3 suivants. La route s'était transformée en un mécanisme de mort long de 800 mètres. Et quelque part dans l'obscurité, à 2 km de cet endroit, l'homme qui avait créé tout cela dormait dans une tranchée couverte de branches et de mousse. À l'aube du 16 novembre 1942, le convoi avait perdu 10 véhicules. Les Allemands reculèrent. La route resta à la forêt, au système de piège, à l'homme qui l'avait construit avec des câbles, des rondins et la connaissance de la forêt. Il s'appelait Mikhaïl Gromov. Il avait 39 ans. Il était garde forestier. Maintenant, il était partisan. Et son invention au cours des 7 mois suivants détruirait 42 transports allemands sans un seul coup de feu. Mais cette nuit-là, les Allemands ne savaient pas encore qu'ils n'avaient rencontré ni un champ de mines, ni une embuscade. Ils avaient rencontré un système, un mécanisme, un piège qui pensait pour son créateur. Mikhaïl Sergoyevitch Gromov avait 39 ans. Il était né dans l'ancien Krasny Bor de la région de Kalinine, dans une famille de gardes forestiers héréditaires. Et son père servait comme forestier dans le domaine d'un propriétaire terrien avant la révolution de 17. Puis il travailla dans une entreprise forestière. Mikhaïl suivit ses traces. Avant la guerre, Gromov dirigeait un secteur forestier d'une superficie de 12 000 hectares au nord de la ville de Rdjev. Il connaissait chaque sentier, chaque ravin, chaque piste animale dans ces forêts. 31 ans, il vécut parmi ces arbres. 22 ans, il travailla comme garde forestier. Il pouvait marcher la nuit sans lanterne et ne pas se perdre. Il savait où l'ours sortait dans la clairière, où l'élan venait s'abreuver, où les loups installaient leur tanière. Gromov était de taille moyenne, large d'épaules, avec les mains dures d'un homme qui avait travaillé toute sa vie avec une hache et une scie. Son visage était tanné et durci par 39 ans de vie en forêt. Les yeux gris, attentifs, habitués à remarquer ce qui est caché. Il pouvait rester immobile pendant 1 heure, observant un cerf ou un renard. Il pouvait passer toute une journée à étudier comment le vent avait brisé un vieux pin, comment l'arbre était tombé, comment son poids s'était réparti sur le sol. Gromov n'était pas militaire. Il n'avait jamais servi dans l'armée, exemption pour l'économie forestière. Il ne connaissait pas la tactique militaire, ne savait pas manier une mitrailleuse ou un mortier. Mais il connaissait la forêt. Il comprenait la mécanique de la nature. Il voyait comment un petit effort, au bon endroit, créait une grande action. Lorsque les Allemands occupèrent la région en octobre 1941, Gromov partit dans la forêt. Sa femme et ses 2 filles avaient été évacuées vers l'est plus tôt. Il resta. Il n'y avait nulle part où aller. C'était sa forêt, son secteur, sa terre. Les 3 premiers mois, il se cacha. Les Allemands patrouillaient les routes, mais n'allaient pas en profondeur dans la forêt. Gromov vivait dans une vieille cabane de chasseurs que lui seul connaissait. La cabane se trouvait dans un ravin, cachée par d'épais sapins. Elle n'était pas sur les cartes. Même les habitants locaux l'avaient oubliée. En janvier 1942, Gromov rencontra un groupe de partisans. 15 personnes sous le commandement de l'ancien commissaire politique Sergueï Kornilov. Ils venaient d'une autre région, se frayaient un chemin pour rejoindre un grand détachement. Gromov les fit passer à travers les positions allemandes. Il connaissait des sentiers que même les guides locaux ne connaissaient peut-être pas. Kornilov proposa à Gromov de rester avec le détachement. Gromov accepta, mais pas comme combattant. Il ne savait pas tirer.
Son fusil était un vieux berdan qu'il utilisait pour effrayer les loups. Il devint guide, éclaireur, l'homme qui connaît le terrain. En mai 1942, le détachement de Kornilov était passé à 63 hommes. Il contrôlait une section de forêt d'une superficie d'environ 80 km². Les Allemands avaient tracé à travers cette section une route principale d'approvisionnement reliant la ville de Rdjev aux positions avancées sur le front. Par cette route passaient des camions avec des munitions, du carburant, de la nourriture. Les partisans attaquaient les convois, faisaient sauter les ponts, organisaient des embuscades, mais ils avaient peu de munitions. Chaque attaque nécessitait des cartouches, des grenades, des explosifs. Après le combat, il fallait ramasser les douilles, chercher des grenades allemandes non explosées, économiser chaque cartouche. Gromov participa à 3 embuscades. Il ne tirait pas, il montrait aux combattants les positions, les itinéraires de repli, les lieux de refuge. Après la 3e embuscade, lorsque le détachement perdit 4 tués et 6 blessés, Gromov commença à penser « il doit y avoir un autre moyen. Un moyen qui ne nécessite pas de cartouches, qui ne nécessite pas de combat. Un moyen qui utilise la forêt elle-même. » Gromov était un homme méthodique, observateur, patient. Il ne prenait pas de décision hâtive. Il étudiait le problème. Il réfléchissait longtemps, parfois pendant des semaines, et il commença à observer la route. La route traversait la forêt sur 23 km. Elle était en terre, construite par les Allemands à l'été 41 pour approvisionner le front. Chaque jour, de 7 à 12 convois y passaient. Des camions Opel Blitz, plus rarement des GA soviétiques capturés, parfois des transports de troupes blindées légers, rarement des chars. Les partisans attaquèrent cette route depuis juin 1942. En 4 mois, ils menèrent 11 embuscades, détruisirent 17 camions, tuèrent 38 soldats allemands. Mais chaque embuscade coûtait des munitions et des vies. Gromov se souvenait de la première embuscade, 23 juin, matin. Un groupe de 20 partisans prit position dans un virage de la route. Un convoi de 5 camions avançait lentement, avec un intervalle de 50 mètres entre les véhicules. Les partisans ouvrirent le feu lorsque le camion de tête arriva à leur hauteur. Le combat dura 12 minutes. Les partisans dépensèrent 340 cartouches, 8 grenades, une mine anti-char. Ils détruisirent 2 camions, tuèrent 9 Allemands, perdirent 2 tués, 3 blessés. Le ratio était inacceptable. 2 camions pour 5 combattants, 340 cartouches pour 9 ennemis. Les partisans n'avaient pas d'usine, pas d'entrepôt. Chaque cartouche devait être obtenue, prise aux Allemands, trouvée sur les lieux de combat, reçue de rares largages d'avions. La 2e embuscade eut lieu le 7 juillet. Convoi de 8 véhicules. Les partisans minèrent la route, firent exploser le camion de tête, ouvrirent le feu. Les Allemands ripostèrent avec des mitrailleuses MG42. La cadence de tir de cette arme était de 1200 coups par minute. Les fusils et vieilles mitrailleuses des partisans ne pouvaient pas rivaliser. Le combat dura 20 minutes. Les partisans incendièrent 3 camions, perdirent 4 tués, 6 blessés. L'un des blessés, un combattant nommé Piotr Semyonov, se vida de son sang 1 heure après le combat. Il n'y avait pas de médicaments. Le médecin partisan ne pouvait que panser la plaie et espérer. Et Gromov connaissait Semyonov. Celui-ci avait 22 ans. Il venait du village voisin, travaillait comme tractoriste dans un kolkhoz avant la guerre. Gromov le rencontrait sur les routes forestières, quand Semyonov transportait des rondins vers la coupe. Ils se saluaient, parlaient raja parfois. Semyonov mourut dans la tranchée, sur de la paille sale, mordant une sangle de fusil pour ne pas crier. Gromov était assis à côté. Il ne pouvait rien faire, juste s'asseoir. La 3e embuscade eut lieu le 25 juillet. Convoi de 6 véhicules. Les partisans installèrent un barrage sur la route, abattirent 3 pins. Les Allemands s'arrêtèrent. Les partisans ouvrirent le feu. Les Allemands appelèrent des renforts. 25 minutes plus tard, arriva un transport de troupes blindées avec de l'infanterie. Les partisans durent se replier. Ils perdirent 3 tués, détruisirent un camion, dépensèrent 480 cartouches. Kornilov, le commandant du détachement, était un militaire expérimenté. Il comprenait qu'un tel ratio de pertes était insupportable. Le détachement perdait des hommes plus vite qu'il ne pouvait les remplacer. De nouveaux combattants arrivaient
rarement. Il n'y avait personne pour les former et rien pour le faire. Les munitions s'épuisaient. Après la 4e embuscade, lorsque le détachement perdit 5 combattants et presque toutes les grenades, Kornilov réunit les commandants en réunion. Gromov était présent. Il n'était pas commandant, mais son opinion était respectée. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, dit Kornilov. Chaque attaque dévore des hommes et des cartouches. Les Allemands renforcent la protection des convois. Bientôt chaque camion ira avec un transport de troupes blindé. Nous ne tiendrons pas. » L'un des commandants, un ancien sous-lieutenant nommé Drozdov, proposa de passer au sabotage, miner la route la nuit, faire sauter les ponts, couper les fils téléphoniques. « Nous avons 15 mines, répondit Kornilov. Pour 15 convois, ensuite, quoi? Il n'y a pas d'explosifs, pas de détonateurs. Nous pouvons fabriquer des mines artisanales à partir d'obus. Mais cela demande du temps et du risque. Chaque mine, c'est la vie d'un sapeur. » Un autre commandant proposa de demander de l'aide à la Grande Terre. Le détachement n'avait pas de radio. La communication se faisait par des courriers qui marchaient à pied des centaines de kilomètres à travers le territoire occupé. Un courrier sur 3 ne revenait pas. Gromov restait silencieux. Il écoutait, il réfléchissait. Le problème n'était pas dans la tactique, le problème était dans les ressources. Les partisans n'avaient pas d'usine, pas d'entrepôt, pas de ligne d'approvisionnement, qui ne pouvaient utiliser que ce qui se trouvait dans la forêt. Et dans la forêt, il y avait beaucoup. Gromov commença à marcher le long de la route la nuit. Il étudiait le terrain, relief, arbres, ravins, ruisseaux. Il regardait comment les Allemands se déplaçaient, à quelle vitesse, avec quels intervalles, où ils s'arrêtaient, où ils ralentissaient. Les convois allemands étaient prévisibles, ils suivaient un horaire. Le matin, des camions avec des munitions vers le front, le soir, des véhicules vides en retour. Vitesse 20 à 30 km/h sur route en terre. Intervalle entre les véhicules 30 à 50 mètres. Les conducteurs étaient prudents. Ils connaissaient les partisans. Ils regardaient autour d'eux, mais ils cherchaient le danger venant des hommes, des embuscades, des mines. Ils ne regardaient pas la forêt comme une arme. Gromov voyait cela, il comprenait cela, et il commença à penser comment transformer la forêt en mécanisme. L'illumination vint dans la nuit du 12 au 13 août 1942. Gromov ne dormait pas, il était allongé dans la tranchée sur une litière de branches de sapin, couvert d'une vieille couverture militaire. Dehors, c'était une chaude soirée d'été. Les moustiques bourdonnaient à l'entrée. Quelqu'un parmi les combattants ronflait dans le coin. Une lampe à pétrole fumait, projetant des ombres sur les murs de terre. Gromov pensait à la route, au convoi, à comment arrêter les Allemands sans combat. Il se souvint d'un incident qui s'était produit 8 ans plus tôt, au printemps 1934. Gromov travaillait alors à la coupe dans la partie nord de son secteur. Les bûcherons abattaient de vieux pins. Un pin, particulièrement grand, haut de 28 mètres, tomba dans la mauvaise direction. Il heurta un arbre voisin. Cet arbre pencha, se brisa et tomba sur un troisième. Une réaction en chaîne commença. En 5 minutes, 11 arbres s'effondrèrent, bien qu'un seul ait été coupé. Gromov avait alors étudié pourquoi cela s'était produit. Il passa 2 jours à la coupe, examinant les troncs tombés. La raison était dans la disposition. Les arbres se tenaient trop près. Les racines étaient entrelacées. Quand un arbre tomba, il tira les racines du voisin. Le poids se redistribua. La réaction commença. L'effet domino. Une action en déclenche une autre. Gromov s'assit sur sa litière. Son cœur battit plus vite. Et si on utilisait ce principe? Et si on créait un système où un piège en déclenche un autre? Il commença à penser, la forêt est pleine de mécanismes naturels. Les arbres tombent sous leur propre poids, si on les coupe correctement. Les pierres roulent des collines si on les pousse. L'eau coule dans les ravins si on ouvre le lit. Et si on combinait ces mécanismes, et si on créait une chaîne d'événements qui fonctionne toute seule, Gromov se leva. Il sortit de la tranchée. La nuit était calme, les étoiles brillantes. L'air sentait la résine de pin et la mousse. Il marcha vers le ruisseau qui coulait à 100 mètres du camp. Le ruisseau était étroit, pas plus de 2 mètres de large, mais profond à certains endroits, jusqu'à 1 mètre. Le courant était rapide. Gromov s'accroupit au bord. Il regardait l'eau, comment elle coulait, comment elle contournait les pierres, comment elle érodait la berge. L'eau est une force constante et infatigable. Il regarda les arbres le long du ruisseau.
De vieux saules, branches flexibles, troncs solides. On peut attacher un câble aux branches, le tendre entre les arbres, le camoufler. Il regarda la terre. Sol forestier doux, facile à creuser. Une fosse peut être creusée en une nuit, camouflée avec des branches et de l'herbe. Il regarda les rochers qui se trouvaient sur la pente de la colline à 50 mètres du ruisseau. Une pierre peut être retenue par un rondin. Enlever le rondin, la pierre roulera. Tous ces éléments peuvent être reliés. Un mécanisme en déclenchera un autre. Gromov retourna à la tranchée. Il ne pouvait pas dormir. Son esprit travaillait. Il voyait le système. Il voyait comment les parties se connectaient. Le matin, il demanda à Kornilov la permission de mener une expérience. Kornilov était sceptique, mais accepta. « Tu as 3 jours, dit-il. Si rien ne marche, tu retourneras au travail habituel. » Gromov prit 2 combattants, de jeunes gars prêts à creuser et transporter des rondins. Il prit une hache, une scie, une bobine de câble d'acier allemand, capturée que les partisans avaient trouvée dans un entrepôt. Ils allèrent vers la route. Gromov choisit une section de route à 8 km au nord du camp partisan. C'était une section droite d'environ 600 mètres de long, entourée d'une forêt mixte dense. D'un côté de la route s'étendait une pente douce, de l'autre, un petit ravin de 3 à 4 mètres de profondeur. Le terrain était idéal. Les arbres se trouvaient près de la route, à 5 à 7 mètres. Entre les troncs poussaient des buissons denses de noisetiers et de sureaux. La visibilité en profondeur dans la forêt ne dépassait pas 15 mètres. Les patrouilles allemandes passaient ici 2 fois par jour, mais n'entraient pas dans la forêt. Trop dense, trop facile de tomber dans une embuscade. Gromov commença le travail le 14 août à l'aube. Avec lui se trouvaient 2 combattants. Nikolai Zotov, 19 ans, ancien kolkhozien, et Vassili Krioukov, 23 ans, qui travaillait comme charpentier à Rdjev avant la guerre. La première chose que Gromov ordonna fut de creuser une fosse. Pas sur la route elle-même. Les Allemands auraient remarqué la terre perturbée. La fosse devait être sur le bas-côté, à 3 mètres du bord de la route, camouflée pour paraître naturelle. Ils choisirent un endroit où poussait une vieille souche d'un pin coupé. Gromov montra comment creuser. La fosse fut faite à côté de la souche, en l'utilisant comme point d'appui. Profondeur 2 mètres, largeur 1,20 m, longueur 2 mètres. Ils creusèrent à tour de rôle. La terre fut mise dans des sacs de toile de jute et transportée dans la forêt, dispersée sous les buissons à 200 mètres de la route. Le travail prit 7 heures. À midi, la fosse était prête. Au fond de la fosse, Gromov planta des pieux pointus de jeunes sapins. Les pieux furent enfoncés en angle pour qu'une personne ou un véhicule tombant dans la fosse s'empale dessus. Puis il couvrit le fond de branches, de feuilles et d'une fine couche de terre. Le haut de la fosse fut fermé avec de fines perches de noisetiers posées en croix. Par-dessus les perches, une couche d'herbe prélevée ailleurs. Par-dessus, des aiguilles tombées, des pommes de pin, de petites branches. Après 1 heure de camouflage, la fosse devint invisible. Même Zotov et Krioukov, qui l'avaient creusée, avaient du mal qu'à la trouver à une distance de 5 mètres. « Mais comment vont-ils tomber dedans ?» demanda Zotov. « La fosse n'est pas sur la route. Les Allemands n'iront pas dans les buissons. Nous les y forcerons, » répondit Gromov. Il montra la route. À 50 mètres avant la fosse, Gromov ordonna de tendre un câble. Le câble était fin, d'une épaisseur de 4 mm en acier, capturé. On l'attacha à 2 pins de part et d'autre de la route, à une hauteur de 80 cm, au niveau du pare-choc d'un camion allemand. Le câble fut tendu fermement, mais pas à l'extrême. Il ne devait pas déchirer la cabine. Il devait endommager le radiateur ou accrocher la direction. Le câble fut camouflé, ils l'enroulèrent de mousse, de fines branches, de feuilles. À une distance de 3 mètres, il ressemblait à une fine branche tombée en travers de la route. La nuit, à la lumière des phares, il n'était pas visible du tout. Le camion roulera sur le câble, expliqua Gromov. Le conducteur prendra peur, s'arrêtera, sortira, vérifiera ce qui s'est passé, ira vers l'avant du véhicule, contournera le camion et marchera dans le trou. « Et s'il ne marche pas dedans ?» demanda Krioukov. « Alors le prochain véhicule marchera dedans, ou le conducteur fera un détour avec le camion, alors il tombera certainement dans la roue. » Mais ce n'était que le premier piège. Gromov avait prévu davantage. À 100 mètres plus loin sur la route, il ordonna de creuser un deuxième trou.
Ce trou fut creusé directement sur la route dans l'ornière où passaient les routes des camions. Le trou était plus petit, 1 mètre de profondeur, 80 cm de largeur. Le fond fut tapissé de pierres aiguës. Par-dessus, le trou fut recouvert de fines planches trouvées dans une scierie abandonnée à 3 km. Les planches furent recouvertes de gazon et de terre. Le poids d'un homme, les planches le supportaient, le poids d'un camion, non. Le 3e piège fut fait encore 80 mètres plus loin. C'était un câble tendu à une hauteur d'1 mètre 30 cm au niveau du pare-brise d'une voiture légère ou d'une moto. Le câble était plus épais que le précédent, 8 mm, assez solide pour trancher la tête d'un motocycliste ou briser le pare-brise d'une voiture légère. Au soir du 14 août, 3 pièges étaient prêts, mais ce n'était que le début. Maintenant, le plus difficile, dit Gromov. Il montra les arbres poussant le long de la route, de vieux sapins et pins d'une hauteur de 15 à 20 mètres. Nous scierons les arbres presque jusqu'au bout, ne laisserons qu'un mince pont. L'arbre tiendra debout, mais au moindre choc, il tombera. Pourquoi ? Demanda Zotov. Quand les Allemands tomberont dans le premier piège, ils s'arrêteront. Les véhicules se mettront en colonne. Nous ferons tomber les arbres sur la route devant eux et derrière. Ils se retrouveront piégés, ne pourront ni avancer ni reculer. Mais comment ferons-nous tomber les arbres ? Nous n'y serons pas. Gromov sourit. Pour la première fois depuis de nombreux mois. Nous ferons en sorte qu'ils tombent tout seuls. Les 2 jours suivants, Gromov avec ses assistants travaillèrent sur le mécanisme. Ils choisirent 4 arbres, 2 avant le secteur des pièges, 2 après. Les 4 se trouvaient à 5-7 mètres de la route, étaient de vieux avec un cœur pourri. Chaque arbre, il le scia du côté où il devait tomber. La coupe fut faite sur les 2/3 du diamètre du tronc, laissant un pont d'une épaisseur de 15-20 cm. L'arbre tenait, mais à peine. De chaque arbre, Gromov tendit un câble. Le câble s'enroulait autour du tronc au-dessus de la coupe, passait par un système de poulies faites de troncs de jeunes bouleaux et s'attachait à un contrepoids. Le contrepoids était un lourd rocher suspendu à une branche d'un arbre voisin. Le rocher était maintenu en place par une fine corde de chanvre. La corde passait par un système de levier et finalement s'attachait au mécanisme de déclenchement. Le mécanisme de déclenchement était simple. Un piquet en bois enfoncé dans le sol avec une boucle tendue dessus. Si on arrachait le piquet ou si on le heurtait simplement du pied, la boucle se relâchait, la corde se rompait, le rocher tombait, le câble se tendait, l'arbre s'effondrait. Le plus génial était la façon dont Gromov avait relié tous les éléments. Le mécanisme de déclenchement du premier arbre, il l'installa près du premier trou. Quand le soldat allemand sortait du véhicule et allait vérifier les dégâts, il pouvait accidentellement heurter le piquet du pied ou trébucher sur la corde camouflée tendue à une hauteur de 5 cm au-dessus du sol. Le deuxième mécanisme de déclenchement, Gromov l'installa au bord du 2e trou, celui qui était dans l'ornière. Quand le camion s'effondrait avec sa roue, le choc secouait le sol. Le piquet installé dans le sol meuble tombait. Le mécanisme se déclenchait. Les 3e et 4e mécanismes étaient reliés à des câbles tendeurs tendus en travers de la route à une hauteur de 15 cm. Ils n'étaient pas visibles même en plein jour. Le camion, essayant de contourner les obstacles sur le bas-côté, accrochait le tendeur. Le mécanisme se déclenchait. Au soir du 16 août, le système était prêt. Gromov vérifia chaque élément 3 fois. Il marcha le long de tout le secteur, inspecta chaque piège, chaque câble, chaque contrepoids. Zotov et Krioukov le regardèrent avec méfiance. « Et tu penses que ça marchera » demanda Krioukov. « On verra » répondit Gromov. Cette nuit. Ils retournèrent au camp. Gromov rapporta à Kornilov que le système était prêt. Kornilov décida de le vérifier lui-même. Il prit 5 combattants et ils allèrent vers la route dans la soirée. Gromov les conduisit au poste d'observation à 150 mètres de la route, au sommet d'une petite colline. D'ici, à la lumière de la lune, toute la ligne des pièges était visible. Ils attendirent. À 23h30, on entendit le bruit des moteurs. Un convoi allemand venait du sud, 4 camions Opel Blitz chargés de caisses. Les phares brillaient faiblement. Mode occultation. Gromov sentit les muscles de ses épaules se tendre. Son cœur battait régulièrement, mais rapidement. Il n'était pas sûr. Il avait construit le système, sur la théorie, sur les calculs, sur la connaissance de la forêt. Mais théorie et pratique sont des choses différentes. Le camion de tête approchait. Vitesse environ 30 km/h.
Le conducteur regardait droit sur la route. Le camion roula sur le premier câble. Le câble se tendit, on entendit un grincement de métal. Le camion tressaillit. Le conducteur freina. La machine s'arrêta. Gromov cessa de respirer. Le conducteur ouvrit la portière, sauta dehors. Un juron allemand retentissant. Il alla vers l'avant jusqu'au capot de la machine pour inspecter les dégâts. Lampe de poche à la main, 3 pas, 4, 5. Son pied tomba sur le tendeur camouflé, la corde se tendit. Le piquet s'envola du sol. Dans la forêt, on entendit un craquement. Le contrepoids se décrocha du support. Le câble se tendit avec une force de 300 kg. Le pincier se balança, 1 seconde, 2. L'arbre commença à tomber. Le conducteur entendit le son, leva la tête. Sa lampe de poche fusa vers le haut, éclaira la masse d'aiguilles et de branches, s'effondrant d'en haut. Il réussit à faire un pas en arrière, pas plus. Le pin tomba sur la route à 3 mètres devant le camion. L'impact fut comme une explosion. La terre trembla. Les branches s'éparpillèrent dans toutes les directions. Le tronc bloqua complètement la route. 22 mètres d'arbres gisaient en travers. Le conducteur se tenait, collé contre la cabine, pâle de choc. Le deuxième camion roulant à 50 mètres derrière freina brusquement. Les troisième et quatrième s'arrêtèrent aussi. Les Allemands commencèrent à crier. Plusieurs soldats sautèrent des chargements. Quelqu'un courut vers l'avant vers l'arbre tombé, quelqu'un resta près des véhicules. L'un des soldats, un grand Feldwebel, s'approcha du deuxième camion. Il inspectait la route en éclairant avec sa lampe, cherchait d'où était tombé l'arbre, essayait de comprendre ce qui s'était passé. Son pied marcha sur le bord du deuxième trou, celui qui était camouflé dans l'ornière. Les perches sous le gazon craquèrent, la terre s'effondra. Le soldat tomba en criant. La chute provoqua une vibration. Le deuxième piquet installé par Gromov vacilla et tomba. Le mécanisme se déclencha. Un autre arbre commença à tomber, maintenant derrière le convoi, bloquant le chemin de la retraite. Les Allemands comprirent qu'ils étaient posés à tomber dans un piège. Les cris devinrent plus forts. Quelqu'un tira en l'air, quelqu'un courut dans la forêt. L'un des fuyards accrocha du pied le troisième tendeur tendu en travers du sentier menant de la route. Le troisième mécanisme se déclencha. Un autre arbre s'effondra, maintenant à droite de la route, barrant le passage dans la forêt. En 6 minutes, le convoi allemand se retrouva bloqué de 3 côtés. Devant un pin tombé, derrière un autre, à droite un troisième, à gauche un ravin. Les Allemands ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient pas enlever les arbres. Chacun pesait plusieurs tonnes. Ils ne pouvaient pas contourner. La route était trop étroite. Et sur les côtés, la forêt et le ravin. Kornilov, observant depuis la colline, se tourna lentement vers Gromov. « C'est, il se tut. Ça a marché. » Gromov ne répondit pas. Il regardait de la route, le convoi bloqué, les Allemands affolés. « Ils peuvent partir, » dit l'un des partisans. « Quoi maintenant? On attaque ?» « Non, » répondit Gromov, « qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Ils n'ont pas de pertes, seulement un véhicule endommagé et un blessé. Ils appelleront du renfort. Des sapeurs viendront, ils dégageront la route. Ça prendra 8 heures. Et alors, 8 heures. Le convoi est retardé de 8 heures. Pas un seul coup de feu, pas une seule cartouche. » Kornilov comprit, son visage s'élargit lentement en un sourire. « Nous ne les tuons pas, nous retardons l'approvisionnement. » Exactement. Et après qu'ils auront dégagé la route et seront partis, je remettrai les pièges. Demain soir de nouveau au même endroit. Ils reviendront. Oui. Et ils tomberont à nouveau dedans, parce que chaque fois, les pièges seront différents. Les partisans regardaient le Gromov avec un nouveau respect. Zotov siffla doucement. « Tu as transformé la forêt en arme, » dit Krioukov. Gromov hocha la tête. Pour la première fois depuis de nombreux mois, il ressentit quelque chose ressemblant à l'espoir. Ils retournèrent au camp. Gromov ne dormit pas de toute la nuit. Il pensait au prochain piège, au nouveau mécanisme, à comment perfectionner le système. Le matin du 17 août, des sapeurs allemands vinrent dégager la route. Ils étaient de 12 hommes avec des scies, des câbles et un treuil sur un camion. Le travail prit 9 heures. Les arbres furent sciés, les parties traînées sur le côté, les trous remplis de terre. Les sapeurs inspectèrent le terrain, ils trouvèrent les câbles, les cordes coupées, les traces de contrepoids. Ils comprirent que ce n'était pas un hasard, c'était un système. Quelqu'un avait spécialement construit un piège. L'officier commandant
Les sapeurs rédigea un rapport. Dans le rapport, il était question d'un sabotage partisan utilisant des dispositifs mécaniques. Recommandation: renforcer la protection des convois, vérifier la route avant chaque passage. Mais la route était longue, 23 km. Vérifier chaque mètre était impossible. Les Allemands n'avaient pas assez d'hommes. Gromov attendit 2 jours. Les 18 et 19 août, il observa les convois passer sur la route dégagée. Les Allemands roulaient plus lentement, regardaient sur les côtés, mais se détendirent progressivement, décidèrent que le danger était passé. Le 20 août dans la nuit, Gromov retourna au même endroit. Avec lui étaient Zotov, Kryukov et 3 autres combattants. En 6 heures de travail, ils installèrent un nouvel ensemble de pièges. Cette fois, Gromov fit le système plus complexe. Il ajouta de faux pièges, des câbles visibles et des trous évidents. Recouverts négligemment, les Allemands devaient les remarquer et s'arrêter, et les vrais pièges se trouvaient 20 mètres plus loin, là où le convoi reprenait le mouvement après la vérification. Le 21 août à midi, un convoi de 6 camions tomba sur le faux piège. Le conducteur du véhicule de tête vit le câble tendu en travers de la route à un endroit visible. S'arrêta, appela l'officier. L'officier inspecta le câble, ordonna aux soldats de le couper. Les soldats exécutèrent l'ordre. Le convoi se remit en route. 20 mètres plus loin, le deuxième camion s'effondra dans un trou creusé par Gromov dans l'Auvergnère. L'essieu avant se brisa. La machine s'arrêta. Le conducteur du troisième camion essaya de contourner. Sa roue tomba dans un autre trou camouflé sur le bas-côté. Le camion se pencha, le quatrième camion s'arrêta. Les Allemands commencèrent à sortir. L'un des soldats trébucha sur un tendeur. Le mécanisme se déclencha. Un arbre tomba, bloquant la route devant. Un autre soldat, essayant de s'enfuir de l'arbre qui tombait, marcha sur un autre tendeur. Le deuxième arbre tomba derrière. Le convoi se retrouva à nouveau bloqué. 2 camions endommagés. Route bloquée. Temps de retard, 11 heures. Kornilov, apprenant les résultats, ordonna de continuer. Gromov reçut en aide 5 combattants supplémentaires. Maintenant, il avait une équipe de 8 personnes. Ils commencèrent à travailler systématiquement. Tous les 3-4 jours, Gromov changeait l'emplacement des pièges. Parfois, il les mettait au même endroit, parfois 2-3 km plus loin. Les Allemands ne pouvaient pas prévoir où attendre la prochaine attaque. En septembre 1942, les pièges de Gromov retardèrent 11 convois. 3 camions furent complètement détruits, se renversèrent dans des ravins ou furent écrasés par des arbres tombés. 8 véhicules subirent de graves dommages. Temps total de retard, 83 heures. Le commandement allemand commença à réagir. En octobre, des patrouilles apparurent sur la route. Chaque convoi était accompagné de 2 motocyclistes qui roulaient devant et vérifiaient le chemin. Derrière le convoi suivait un camion avec des sapeurs et des ingénieurs. Gromov s'adapta. Il commença à installer des pièges spécialement calculés pour les motocyclistes. De fins câbles à hauteur du cou, des trous profonds et étroits, camouflés parfaitement. Des tendeurs tendus si bas qu'ils n'étaient pas visibles même à l'inspection. Le premier motocycliste mourut le 23 octobre. Il roulait devant le convoi, vérifiant la route. Sa moto tomba dans un trou. La machine se renversa. Le motocycliste se brisa la nuque. Le deuxième motocycliste roulant derrière lui s'arrêta, sauta de sa moto, courut vers son camarade, marcha sur un tendeur. L'arbre tomba, l'écrasant au sol. Le convoi s'arrêta. Les Allemands commencèrent à dégager l'obstacle. Dans le processus de dégagement, 2 autres soldats tombèrent dans des trous. L'un se cassa la jambe, l'autre eut une commotion cérébrale. Temps de retard, 15 heures. En novembre, les Allemands commencèrent à envoyer des équipes d'ingénieurs entières. Avant chaque convoi, la route était vérifiée par 20-30 personnes avec des détecteurs de mines, des sondes, des chiens. La vérification d'un tronçon d'1 kilomètre prenait 2 heures. Gromov s'adapta à nouveau. Il commença à installer des pièges, non pas sur la route, mais à côté d'elle. Dans les endroits où les Allemands établissaient des camps temporaires, où ils garaient les véhicules, où ils s'arrêtaient pour se reposer. Le 3 novembre, un convoi allemand s'arrêta pour la nuit à 8 km de l'endroit des attaques permanentes. Les soldats installèrent des tentes sur une clairière à 50 mètres de la route, garèrent les camions en ligne, postèrent des gardes.
La nuit, le mécanisme installé par Gromov 2 jours plus tôt se déclencha. Un énorme rocher maintenu par un système de câbles sur la pente de la colline se détacha et dévala. Le rocher pesait environ 800 kg. Il prit de la vitesse, percuta la rangée de camions garés. Le premier camion fut écrasé. Le rocher perça la cabine, passa à travers le chargement, arracha les cieux arrière. Le deuxième camion fut projeté sur le côté par la force de l'impact. Le troisième prit feu. Le rocher perça le réservoir de carburant. L'explosion réveilla tout le camp. Les Allemands sautaient hors des tentes. Quelqu'un criait aux mines, quelqu'un à l'attaque partisane. Mais il n'y avait pas de coup de feu. La forêt était silencieuse. Ils cherchèrent savoir sur les attaquants toute la nuit, ne trouvèrent personne. Le matin arriva un officier du quartier général. Il inspecta les lieux, trouva sur la pente les traces de câbles, la rigole dans laquelle le rocher avait roulé, les cordes coupées. Il comprit que le mécanisme avait été installé à l'avance, peut-être plusieurs jours avant. Dans son rapport, il était dit « L'ennemi utilise le terrain comme arme. Les méthodes classiques de détection de mines et d'embuscades sont inefficaces. Il est recommandé d'éviter ce tronçon de route ou d'utiliser des itinéraires alternatifs. » Mais il n'y avait pas d'itinéraires alternatifs. La route était le seul lien entre l'arrière et le front dans ce secteur. Le détour représentait 40 km supplémentaires sur de mauvaises pistes, ce qui augmentait le temps de livraison de 4-5 heures et la consommation de carburant du double. Les Allemands continuèrent à utiliser la route et continuèrent à tomber dans les pièges de Gromov. Décembre, janvier, février, mars 1943, voilà, les pièges fonctionnaient. Gromov perfectionnait les méthodes, ajoutait de nouveaux éléments, utilisait la glace en hiver, gelait l'eau dans les trous, rendant leur fond dur et glissant, utilisait la neige, camouflait les pièges de sorte qu'ils devenaient absolument invisibles. En hiver, l'efficacité augmenta, car les camions allemands avaient livré du mal sur la route verglacée. La vitesse tombait à 15-20 km/h. La visibilité dans la tempête de neige chutait à zéro. Les conducteurs ne voyaient pas les câbles, ne remarquaient pas les trous. Le 17 janvier 1943, un convoi de 8 véhicules tomba dans un système de 5 pièges successifs. En 2 heures, 6 camions subirent des dommages. 2 se renversèrent, un brûla. Temps de retard, 21 heures. En février, les pertes totales allemandes sur ce tronçon de route s'élevèrent à 30 et un camion, 4 voitures légères, 7 motos. 9 soldats allemands moururent. 23 furent blessés. Aucun ne mourut d'une balle. Tous de chutes, de renversements, d'arbres tombants. Les partisans ne perdirent pas un seul homme, ne dépensèrent pas une seule cartouche, n'utilisèrent pas une seule mine. Le commandement du mouvement partisan dans la région apprit les méthodes de Gromov. En mars, un courrier du quartier général arriva chez Kornilov avec une demande. Était-il possible de former d'autres partisans à ces méthodes ? Kornilov transmit la demande à Gromov. Celui-ci accepta. En avril 1943, Gromov effectua la première formation. 15 partisans des détachements voisins vinrent le rejoindre. Il leur montra comment choisir les emplacements pour les pièges, comment calculer la mécanique, comment camoufler, comment relier les éléments en système. La formation dura 2 semaines. Après cela, chacun des 15 partisans retourna dans son détachement et commença à appliquer les méthodes de Gromov. À l'été 1943, les pièges mécaniques étaient utilisés dans 7 détachements de partisans dans 3 districts différents. L'efficacité variait. Tous n'avaient pas la connaissance de la forêt comme Gromov, mais il y avait des résultats. Les convois allemands étaient retardés, le ravitaillement était perturbé. Gromov continuait à travailler sur son secteur. En juin 1943, son système avait détruit ou endommagé 42 véhicules de transport allemands. 15 autres avaient été retardés, mais non endommagés. Le temps total des retards s'élevait à 368 heures. C'est 15 jours. 15 jours pendant lesquels le ravitaillement n'atteignait pas les positions avancées allemandes. Le commandement allemand tenta de trouver la base des partisans. Ils savaient que les pièges étaient installés quelque part à proximité. Ils organisèrent de plusieurs rafles, ratissèrent la forêt avec des chiens, interrogèrent les habitants locaux, ne trouvèrent ni rien. Le camp de Kornilov se trouvait à 2 km de la route, mais dans un endroit accessible seulement en connaissant les sentiers secrets.
Gromov choisissait personnellement ses sentiers. Il menait les partisans à travers des marais qui semblaient impraticables, à travers des fourrés denses où il n'y avait pas de chemin visible, à travers des ravins où le mouvement s'entendait à 1 kilomètre, mais seulement si on ne savait pas où marcher. Les Allemands cherchaient dans un rayon de 500 mètres autour de la route. Le camp était à 2 kilomètres. Les Allemands cherchaient des traces de feu, des sentiers piétinés, des arbres coupés. Le camp était dans des abris, en terre, couverts de gazon. Les feux n'étaient allumés que la nuit dans des fosses profondes, où la fumée se dispersait à travers une couche d'aiguilles et de pins. Les arbres étaient là coupés à 3 kilomètres du camp et apportés par morceaux. Les Allemands ne trouvèrent jamais la base. À l'été 1943, le commandement allemand changea de tactique. Ils comprirent que lutter contre les pièges mécaniques par des méthodes standards était impossible. Chaque vérification de la route prenait des heures. Chaque retard perturbait les horaires de ravitaillement. Chaque tentative de trouver les partisans se terminait par rien. En juillet, une équipe spéciale arriva sur le tronçon de route contrôlé par les pièges de Gromov. 35 sapeurs sous le commandement d'un officier expérimenté, le Hauptmann Werner Schulz. Schulz avait participé aux combats en France et en Pologne. Il avait l'expérience du travail avec les champs de mines, les obstacles, les fortifications. Schulz reçut la mission de neutraliser le tronçon de route complètement une fois pour toutes. Il commença méthodiquement. Son équipe parcourut à pied tout le tronçon de 8 km. Il marquait chaque arbre suspect, chaque câble, chaque portion de terrain qui paraissait anormale. Le travail prit 5 jours. Puis ils commencèrent le nettoyage, abattant les arbres qui pouvaient tomber sur la route, comblant tous les trous qu'ils trouvaient, enlevant les rochers des pentes des collines, coupant les buissons le long de la route, créant une zone dégagée de 20 mètres de large de chaque côté. Le travail prit 3 semaines. Fin juillet, le tronçon de route était dégagé, les Allemands le considéraient sûr. Gromov observait leur travail à distance. Il voyait comment les sapeurs détruisaient méthodiquement son système. Il ne tenta pas d'intervenir. Trop d'Allemands, trop bien organisés. Quand les sapeurs partirent, Gromov retourna sur la route. La nuit, seul. Il parcourut le long du tronçon dégagé, inspecta ce qui restait. Les Allemands avaient bien travaillé. Ils avaient enlevé tout ce qui était évident, mais ils ne pouvaient pas enlever la forêt, ne pouvaient pas enlever le relief, ne pouvaient pas changer la physique. Gromov commença à construire un nouveau système, plus complexe, moins évident. Il n'utilisait plus les arbres le long de la route. Les Allemands les avaient abattus. Il commença à utiliser les arbres au fond de la forêt à 50-70 mètres de la route. Il tendait des câbles à travers un système de poulies sur de grandes distances. Un câble pouvait passer par 5-6 poulies, contourner des arbres, changer de direction. Le point final se trouvait loin de l'endroit où le piège se déclenchait. Il cessa de creuser des fosses sur la route ou à proximité. Au lieu de cela, il utilisait des ravins naturels, les élargissant discrètement. Il créait un faux fond dans des dépressions déjà existantes. Il faisait en sorte que la terre paraisse solide, mais s'effondrait sous le poids d'un véhicule. Il commença à utiliser l'eau comme arme. Dans la forêt, il y avait plusieurs ruisseaux. Gromov construisit un système de barrages et de canaux. L'eau s'accumulait derrière les barrages. Quand le mécanisme se déclenchait, le barrage se détruisait. L'eau déferlait sur la route, érodant le sol, créant des coulées de boue. Le 1er août, un convoi allemand de 7 camions roulait sur la route dégagée. Le conducteur du véhicule de tête était calme. La route paraissait sûre, large, ouverte. Aucun arbre à proximité, aucun endroit suspect. Le camion passa au-dessus d'une fosse camouflée. Le fond de la fosse, fait de fines perches couvertes d'une couche de terre d'à peine 5 cm d'épaisseur, s'effondra. Le camion s'affaissa. L'essieu avant se brisa. Le conducteur du 2e camion freina, mais la route était mouillée. Il avait plu pendant la nuit. Le camion dérapa. Il quitta la route. La roue tomba dans un creux camouflé. Le véhicule bascula. À ce moment, le mécanisme dans la forêt à 70 mètres de la route se déclencha. Le barrage retenant l'eau d'un ruisseau de montagne se détruisit. 300 mètres cubes d'eau déferlèrent en bas de la pente par un canal spécialement creusé directement sur la route. Le flux d'eau frappa le flanc du 3e camion. Le véhicule bougea. Il fut retourné de côté. Le flux continuait à venir, érodant la route, créant une profonde brèche de 4 mètres de large.
En 8 minutes, la route devint impraticable. 3 camions endommagés, la brèche bloqua le passage aux autres véhicules. L'officier allemand commandant le convoi sortit du véhicule. Il se tenait là, regardant la route détruite, le flux d'eau chaude coulant encore de la forêt. Il comprit que c'était encore des pièges. Mais comment ? La route avait été dégagée pendant 3 semaines, chaque mètre vérifié. Il envoya des soldats dans la forêt chercher la source de l'eau. Ils trouvèrent le barrage détruit, trouvèrent le canal, comprirent que tout cela avait été construit récemment, peut-être en quelques jours. Donc les partisans étaient revenus. Donc ils continuaient. Schulz, l'officier sapeur, reçut un nouvel ordre. Trouver et détruire la base partisane, ne pas neutraliser les pièges, trouver ceux qui les posent. Il rassembla une équipe de 120 hommes, des soldats expérimentés, ayant reçu une formation de lutte contre les partisans, des guides parmi les collaborateurs locaux, des chiens. Ils commencèrent la recherche le 15 août, ratissant la forêt carré par carré, avançant lentement, méthodiquement, vérifiant chaque ravin, chaque clairière, chaque groupe d'arbres denses. Gromov savait qu'ils viendraient, il voyait leurs préparatifs. Il comprenait que cette fois les Allemands étaient sérieux. Il prévint Kornilov. Le détachement commença à préparer l'évacuation. Il fut décidé de déplacer le camp principal 20 km au nord dans un endroit plus difficile d'accès. Mais le déplacement nécessitait du temps. Il fallait évacuer 63 personnes, y compris les blessés. Il fallait transporter les provisions, les armes, les munitions. Gromov proposa de gagner du temps. Il construirait un faux camp à 1 km du vrai dans un endroit qui semblait approprié pour se cacher. Les Allemands le trouveraient, penseraient que c'était la base des partisans, leur faudrait du temps dans l'attaque. Kornilov accepta. En 3 jours, Gromov, avec des assistants, construisit une imitation de camp. 3 abris en terre, faits à la hâte, des foyers avec des restes de charbon, quelques caisses laissées intentionnellement, un sentier menant au ruisseau, trop bien visible, trop fréquemment utilisé. Autour du faux camp, Gromov installa des pièges, les plus mortels qu'il ait jamais faits. Pas pour retarder, pour tuer. Des fosses avec des pieux de 3 mètres de profondeur, des câbles à hauteur de cou tendus entre les arbres sur les sentiers, des troncs suspendus qui s'effondraient au déclenchement du mécanisme, des fils pièges camouflés reliés à des contrepoids d'une demi-tonne. Le 22 août, une patrouille allemande trouva le sentier menant au faux camp. Ils firent leur rapport à Schulz. Celui-ci décida d'attaquer à l'aube le jour suivant. Le 23 août au matin, 120 soldats allemands commencèrent l'encerclement du camp. Ils avancèrent silencieusement, professionnellement, se divisant en 3 groupes pour attaquer de différents côtés. Le premier groupe, 30 hommes, marchait sur le sentier de l'ouest. Ils avancèrent en file indienne, prudemment. Le soldat de tête portait un détecteur de mines. À une distance de 80 à 80 mètres du camp, il marcha sur un fil-piège camouflé. Le mécanisme se déclencha. Un tronc suspendu à un câble entre 2 arbres se balança et frappa la colonne de soldats. 3 hommes furent renversés. Un tomba dans une fosse avec des pieux. Son cri déchira le silence matinal. Le deuxième groupe, attaquant du sud, entendit le cri. Ils accélérèrent. Le premier soldat sortit sur une petite clairière devant le camp, fit 5 pas. Le sol sous ses pieds s'effondra. Encore une fosse. Le troisième groupe arriva du nord. Ils ne voyaient pas les pièges, mais leur commandant, un Feldwebel expérimenté, remarqua quelque chose d'étrange. Le camp était trop silencieux, aucun mouvement, aucune fumée des feux, rien. Il leva la main, arrêtant la colonne, ordonna à 2 soldats de vérifier le camp. Les soldats s'approchèrent du premier abri, regardèrent à l'intérieur. Vide. Aucun homme, aucun objet. Seulement de vieilles caisses, quelques boîtes de conserve, des morceaux de tissu. Le Feldwebel comprit, c'était un piège. Tout le camp était un piège. Il cria l'ordre de battre en retraite, mais c'était trop tard. Les soldats du deuxième groupe, tentant de contourner la fosse, se séparèrent. 3 allèrent à gauche, 4 à droite. Ceux qui allèrent à gauche accrochèrent un fil piège, tendu à 10 cm de hauteur. Un arbre scié et maintenu par un contrepoids s'effondra directement sur eux. Ceux qui allèrent à droite entrèrent dans la zone d'action d'un autre mécanisme. Sous leur poids, un levier caché dans le sol se déclencha. Le câble se tendit.
Un rocher massif retenu sur la pente roula en bas et percuta le groupe de soldats. En 12 minutes, l'attaque allemande se transforma en chaos. Les soldats couraient dans tous les sens, tentant de trouver un chemin sûr. Chaque mouvement déclenchait un nouveau piège. Les cris des blessés, les ordres des officiers, des coups de feu en l'air par panique. Schultz, seul commandant l'opération à distance sûre, ordonna la retraite. Les Allemands commencèrent à sortir de la forêt, abandonnant les blessés. L'évacuation prit 40 minutes, bilan, 11 tués, 19 blessés. Aucun partisan ne participa au combat. Aucun coup de feu ne fut tiré du côté partisan. Schultz rédigea un rapport. Il y était dit « L'ennemi utilise une tactique qui n'existe pas dans nos manuels. Il n'engage pas le combat, il transforme le terrain en armes. Les méthodes standards de conduite de la guerre sont inefficaces. Je recommande d'abandonner ce secteur et de construire une nouvelle route de contournement. » Mais le commandement allemand rejeta la recommandation. Mais une nouvelle route nécessiterait des mois de travail et des milliers de tonnes de matériaux. Le front avait besoin de ravitaillement maintenant. Les convois continuèrent à passer, les pièges continuèrent à fonctionner. Septembre, octobre, novembre 1943. Chaque mois apportait de nouveaux résultats. Gromov perfectionnait les méthodes. Il commença à utiliser la psychologie. Il posait des pièges non pas pour les dégâts maximum, mais pour la peur maximum. Un piège qui tue un homme mais force 100 personnes à avancer, lentement, prudemment, en tension constante. Un piège qui se déclenche non pas à chaque fois, mais une fois sur 5, de manière imprévisible. Un piège qui semble neutralisé, mais possède en réalité un second mécanisme caché. Les conducteurs allemands commencèrent à craindre ce tronçon de route. Certains refusèrent de rouler. Les officiers furent contraints de menacer de tribunal militaire. La vitesse de déplacement des convois chuta à 10-15 km/h. Chaque voyage se transformait en épreuve des nerfs. En décembre 1943, la situation militaire changea. L'armée rouge commença l'offensive dans la région. Les troupes allemandes reculaient, la ligne de front se déplaça vers l'ouest. La route contrôlée par les pièges de Gromov perdit son importance stratégique. Les Allemands l'abandonnèrent en janvier 1944. Pendant 7 mois de travail, du 14 août 1942 au 27 février 1943, le système de Gromov détruisit ou endommagea sérieusement 42 véhicules de transport allemands, retarda plus de 100 convois. Le temps total des retards s'éleva à 463 heures. C'est 19 jours de blocage continu du ravitaillement, pertes allemandes, 21 soldats tués, 47 blessés. Tous, non pas de balles, mais de pièges, de chutes, d'effondrements. Pertes partisanes, 0. Pendant 7 mois, aucun combattant du détachement de Kornilov ne périt lors de l'installation ou de l'entretien des pièges. Dépenses de munitions, 0 cartouches, 0 grenades, 0 mines. Matériaux utilisés, câbles de prise trouvés dans les entrepôts allemands, outils, haches, scies, pelles que possédaient les partisans. Tout le reste, arbres, pierres, eau, terre, fut pris dans la forêt. Coût du système, 0 rouble, 0 marque, seulement le travail et les connaissances. Quand l'armée rouge libéra le district en février 1944, Gromov les accueillit comme guides. Il montra aux officiers soviétiques l'emplacement des positions allemandes, des champs de mines, des entrepôts. Il conduisit les unités à travers la forêt, économisant temps et vie. Le commandant de la division, le colonel Andrei Matveyev, apprit les méthodes de Gromov par Kornilov. Matveyev était un militaire de carrière, 22 ans dans l'armée. Il avait vu beaucoup de tactiques, beaucoup d'inventions. Mais ce que faisait Gromov était unique. Matveyev proposa à Gromov d'entrer dans l'armée rouge. Il offrit un grade, un poste d'ingénieur militaire, un travail à l'état-major. Gromov refusa. Il n'était pas militaire, il était forestier. Sa forêt était libre. Les Allemands n'étaient plus là. Son travail était terminé. Il retourna sur son secteur, découvrit que sa maison avait été brûlée par les Allemands. La foresterie était détruite, mais la forêt restait. Les arbres étaient hors de bout, les sentiers étaient en place. Gromov commença à reconstruire. Il construisit une nouvelle maison, de ses propres mains, avec des troncs qu'il avait lui-même abattus et traités. Le travail prit 3 mois. Sa femme et ses filles revinrent d'évacuation en mai 1944. Elle ne l'avait pas vu depuis presque 3 ans.
Les filles, qui avaient 9 et 12 ans quand la guerre commença, étaient maintenant presque adultes. Elles ne reconnurent pas leur père immédiatement. Il avait vieilli, ses cheveux avaient grisonné, son visage était devenu plus dur. Mais ses mains étaient toujours les mêmes, fortes, calleuses, avec des durillons de la hache et de la scie. Les mains d'un homme qui sait comment travailler le bois. Gromov retourna au travail de forestier. Au printemps 1944, il parcourait son secteur, notait les dommages de la guerre, planifiait la reconstruction. En automne, il commença à planter de nouveaux arbres, pins, épicéas, bouleaux, à la place de ceux qui avaient été détruits par les combats ou abattus pour les besoins de l'armée. Il ne parle jamais de la guerre, ni avec sa famille, ni avec les voisins, ni avec les collègues. Quand on lui demandait ce qu'il avait fait pendant l'occupation, il répondait brièvement « J'étais chez les partisans, j'ai aidé comme j'ai pu ». Il ne se considérait pas comme un héros. Il faisait ce qu'il savait faire, utiliser les connaissances qu'il possédait, appliquer les compétences qu'il avait acquises pendant 31 ans de vie dans la forêt. Mais les autres le voyaient différemment. En mai 1945, après la victoire sur l'Allemagne, le mouvement partisan dans la région fut officiellement dissous. Les combattants reçurent des décorations. Kornilov fut décoré de l'ordre du drapeau rouge, Zotov et Krioukov de médailles pour bravoure. Gromov fut proposé pour l'ordre de la guerre patriotique de 2e classe. La proposition disait « Pour l'accomplissement exemplaire de missions de combat, de perturbation du ravitaillement de l'ennemi et le courage et l'ingéniosité manifestés ». Gromov reçut l'ordre en août 1945 lors d'une assemblée solennelle à Riev. Il vint dans une vieille veste, la seule qu'il possédait. Il se tenait dans la salle parmi les autres décorés, se sentant mal à l'aise. Quand on l'appela sur scène, il monta, reçut l'ordre, serra la main du secrétaire du comité de district, retourna à sa place. Après la cérémonie, un journaliste d'un journal régional s'approcha de lui, demanda une interview, de raconter ses méthodes, comment il créait les pièges. Gromov refusa. Il ne voulait pas qu'on écrive sur lui, ne voulait pas de gloire. Il voulait retourner dans la forêt et continuer son travail, mais les méthodes de Gromov ne furent pas oubliées. Les officiers de l'armée rouge, qui travaillaient avec les partisans dans la région, inclurent la description de sa tactique dans les rapports de service. Ces rapports parvinrent à la direction générale de l'arrière. En 1946, une brochure classifiée parut pour les officiers du génie militaire. Utilisation du terrain pour créer des barricades et des obstacles. Une des sections était consacrée aux pièges mécaniques. L'auteur de la section, sans nommer Gromov, décrivit en détail les principes de son système. La brochure fut utilisée dans les écoles militaires jusqu'à la fin des années 50. Les méthodes de Gromov furent étudiées par les cadets du génie militaire. Certains de ces cadets appliquèrent plus tard des tactiques similaires dans les conflits locaux des années 50-60. Gromov lui-même n'en savait rien. Il travailla comme garde forestier jusqu'en 1968. En 1965, il reçut le titre de forestier émérite de la RSFSR pour sa contribution à la restauration des forêts après la guerre. En 1968, il prit sa retraite. Il avait 65 ans. Il vécut encore 12 ans. Il mourut en 1980 dans sa maison entouré de sa famille. Il fut enterré au cimetière du village de Krasny Bor, à côté de son père et de sa mère. Sur sa tombe fut érigé un simple monument de granit gris. Inscription: Mikhail Sergueïevitch Gromov, 1903-1980. Garde forestier, partisan, défenseur de la patrie. Aucune mention des 42 véhicules détruits, des 7 mois de fonctionnement continu du système de pièges, des 19 jours d'approvisionnement bloqués. Gromov n'aimait pas en parler. Pour lui, c'était simplement du travail. Il appliqua sa connaissance de la forêt, utilisa ce qu'il avait sous la main, fit ce qui devait être fait. Mais pour ceux qui étudiaient pour la guerre partisane, ces méthodes devinrent un exemple d'efficacité, un exemple de comment la connaissance du terrain peut être plus importante que les armes. Comment l'ingéniosité peut remplacer les munitions. Comment un homme avec une hache et une corde peut causer plus de dommages à l'ennemi qu'un peloton avec des mitrailleuses. En 1985, pour le 40e anniversaire de la victoire, l'historien militaire Pavel Sokolov publia un article dans la revue Archives historiques militaires. L'article s'intitulait « Les héros inconnus de la guerre partisane ». Une des sections était consacrée à Gromov.
Sokolov trouva des documents dans les archives, des rapports d'officiers allemands, des comptes rendus de commandants partisans, des rapports d'ingénieurs militaires soviétiques. Il reconstitua la chronologie du travail de Gromov, calcula les résultats, analysa les méthodes. Ses conclusions étaient les suivantes. Le système de pièges mécaniques créé par Gromov représentait une combinaison unique de pensée d'ingénieurs et de connaissances approfondies du terrain. L'efficacité du système était comparable à celle des champs de mines, mais avec des coûts nuls en matériaux et munitions. L'impact psychologique sur l'ennemi était considérable. Les troupes allemandes craignaient ce tronçon de route plus qu'un combat ouvert avec les partisans. L'article de Sokolov attira l'attention des spécialistes militaires. À la fin des années 80, les méthodes de Gromov furent à nouveau étudiées dans les académies militaires, maintenant dans le contexte de la guerre partisane, dans des conditions de ressources limitées. Lorsque l'Union soviétique s'effondra et que de nombreuses archives s'ouvrirent, les chercheurs obtinrent l'accès aux documents allemands. Parmi eux se trouvaient des rapports d'officiers opérant dans la région de Rjev en 1942-1943. Dans un des rapports, daté de décembre 1943, le commandant du soutien logistique écrivait « Le tronçon de route numéro 17 est devenu impropre à l'approvisionnement régulier. Les pertes de temps et de matériel sont inacceptables. L'ennemi utilise des méthodes que nous ne pouvons pas contrôler efficacement. Je recommande de considérer cette route comme perdue. » Dans un autre rapport de janvier 1944, il était dit « Nous n'avons toujours pas trouvé la base des partisans responsables des sabotages sur la route. Je suppose que leur camp se trouve à une distance considérable, peut-être au-delà de la portée de nos patrouilles, ou bien ils n'ont pas de camp permanent et agissent comme un groupe nomade. Les Allemands ne comprirent jamais que le camp n'était qu'à 2 km, que le groupe nomade était en réalité un détachement organisé de 173 personnes, que l'homme qui créa les pièges n'était pas un ingénieur militaire, mais un simple garde forestier qui connaissait sa forêt mieux que quiconque. En 2005, un musée du mouvement partisan fut ouvert à Rjev. Une des salles est consacrée à la tactique de la lutte partisane. Il y a un stand sur Gromov. Sur le stand, sa photographie, prise en 1965. Un homme âgé aux cheveux gris et au visage sérieux dans une vieille veste avec des barrettes de décoration. À côté, le schéma de ses pièges, les plans des mécanismes, des photographies du tronçon de route prises d'après la guerre, des citations de rapports allemands. Sous le schéma « Une plaque », le système de pièges mécaniques du garde forestier Mikhail Gromov fonctionna d'août 1942 à février 1943. 42 unités de matériel ennemi détruites, consommation de munitions, 0, perte en personnel, 0. Ces chiffres parlent de Bazom les deux mêmes. 42 camions, 0 cartouches, 0 partisans tués. Ce n'est pas le résultat d'armes, c'est le résultat de la connaissance. Connaissance de la forêt, connaissance de la mécanique, connaissance de comment fonctionne la nature, comment tombent là-haut les arbres, comment coule l'eau, comment la terre supporte le poids. Gromov n'inventa rien de révolutionnaire. Il utilisa des principes connus de l'humanité depuis des milliers d'années. Levier, contrepoids, gravité, friction. Il appliqua simplement ces principes dans un contexte militaire avec la précision et l'ingéniosité qui ne viennent que d'une compréhension profonde de l'environnement. Son héritage n'est pas seulement les chiffres des pertes ennemies, c'est un exemple de comment la pensée d'ingénieur peut fonctionner dans des conditions de ressources extrêmement limitées. Comment la connaissance du terrain peut être plus importante que la puissance de feu? Comment un homme utilisant ce que donne la nature peut changer le cours des événements? Dans les académies militaires modernes, lorsqu'on enseigne le cours du soutien d'ingénierie des opérations de combat, on mentionne parfois le principe de Gromov, utilisation du terrain et des matériaux naturels pour créer des obstacles en l'absence de moyens d'ingénierie standards. Ce principe s'applique non seulement dans le domaine militaire. Les ingénieurs civils utilisent des idées similaires lorsqu'ils travaillent dans des régions éloignées où il n'y a pas d'accès aux matériaux modernes. Les écologistes appliquent des mécanismes naturels pour lutter contre l'érosion et restaurer les paysages. Gromov ne savait pas que ces méthodes seraient étudiées des décennies après sa mort. Il n'aspirait pas à la gloire. Il faisait simplement son travail, utilisant les connaissances accumulées pendant 31 ans dans la forêt. Mais ce sont précisément ces personnes, modestes, compétentes, ingénieuses, qui accomplissent souvent ce que d'autres considèrent impossible. Ils n'attendent pas d'ordre, n'exigent pas de ressources. Ils travaillent avec ce qu'il y a. Ils voient une solution là où d'autres voient des problèmes.
il transforme les limitations en avantages. Gromov transforma la forêt en arme, non pas parce qu'il voulait tuer, mais parce qu'il voulait protéger. Protéger la terre sur laquelle il avait vécu toute sa vie. Protéger les gens qui luttaient à ses côtés. Protéger l'avenir dans lequel ses filles pourraient dire « Tabre vivre en paix ». Il le fit non pas avec des balles, non pas avec des bombes, ni avec le feu. Il le fit avec la connaissance, l'ingéniosité, la compréhension de comment fonctionne la nature et l'habileté à diriger ce travail dans la bonne direction. 42 camions détruits, 19 jours d'approvisionnement retardés, 0 cartouche, 0 perte. Des chiffres qui ne parlent pas de destruction, mais de l'efficacité que peut avoir la pensée d'ingénieur lorsqu'elle est appliquée avec précision, compréhension et détermination. Mikhaïl Sergueïevitch Gromov, garde forestier, partisan, ingénieur qui n'étudia jamais dans un institut, mais créa un système étudié dans les académies de militaires. Un homme qui connaissait la forêt et utilisa cette connaissance pour changer la guerre. Son histoire est un rappel que les armes de guerre ne sont pas seulement les chars et les canons. Ce sont les connaissances, l'ingéniosité, la compréhension du terrain et la volonté d'utiliser ce que donne la nature pour protéger ce qui est important. 7 mois, 42 camions, un système qui fonctionnait seul, sans tir, sans explosion, transformant la forêt en mécanisme et la nature en allié. L'héritage de Mikhaïl Gromov ne vit pas dans les monuments. Il vit dans le principe qu'il prouva. L'arme la plus efficace n'est pas celle qui tire le plus fort, mais celle qui utilise le terrain le plus intelligemment.